Bonjour Valérie Ayé. Bonjour. Merci de répondre aux questions de France Info TV ce matin. Je voudrais d'abord qu'on aborde la mort tragique de ce streamer de 46 ans, mort en direct, Jean Portmanov. Le gouvernement et en particulier la ministre du Numérique, Clara Chapaz, fait l'objet aujourd'hui de pas mal de critiques. Elle est critiquée visiblement pour ne pas avoir agi à temps, alors que des journalistes de Mediapart ont sorti une enquête, c'était le 15 décembre 2024, et ont alerté la ministre à plusieurs reprises, notamment par mail, à 3 reprises. Est-ce que le gouvernement a été à la hauteur dans cette affaire? Est-ce que le gouvernement a failli? D'abord, moi, je voudrais vous dire que je suis choquée, comme de très, très nombreux Français, par ce qui s'est passé. J'ai une pensée émue, évidemment. Et ça dit aussi, ça interroge sur la société dans laquelle on vit, sur la responsabilité des personnes dans l'entourage de ce streamer et aussi sur les personnes qui regardent ces live streams. Il était très suivi, ce streamer. Effectivement. Et ensuite, c'est la responsabilité des plateformes. Au niveau européen, sur le précédent mandat, on a voté ce qu'on a appelé le DSA, la régulation des contenus en ligne, avec une obligation pour les plateformes de réguler. Ça dit qu'on a eu raison de voter cette loi. Il faut qu'elle soit appliquée parce que l'autorégulation, ça ne fonctionne pas. Ça faisait des mois que la plateforme connaissait ses actions parce qu'il y a effectivement les révélations de Mediapart, une enquête qui a été lancée, qui était encore en cours et aucune action n'a été entreprise par qui. Donc la responsabilité, c'est celle de la plateforme, c'est elle qui héberge les contenus et c'est là qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas de responsabilité de la part du gouvernement. Clara Chapaz, la ministre du Numérique, finalement, malheureusement, a attendu le décès de ce streamer pour saisir l'Arcom. Est-ce qu'il n'y a pas un retard à l'allumage quand même? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de réactivité? Je le redis, il y avait une enquête qui était en cours. Et ensuite, c'est l'application de nos lois qui doit être assurée. Il y a aussi dans le viseur l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, qui a été saisi dès le 10 février dernier par la Ligue des droits de l'homme. Il y a aujourd'hui des députés qui demandent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire sur le travail de l'Arcom. Ils considèrent que l'Arcom n'a pas fait son travail. Est-ce que vous pourriez soutenir cette initiative de commission d'enquête? Là encore, moi je veux que la justice et l'enquête menée par la justice aille à son terme. Malheureusement, aujourd'hui, il y a eu un décès dans des conditions extrêmement sordides. Je fais confiance au travail de la justice et aussi au travail de l'Arcom. La priorité des priorités, c'est simplement l'application des lois que nous avons adoptées au niveau européen. Je voudrais qu'on parle de ce mouvement citoyen, mouvement social qui est lancé notamment sur les réseaux sociaux depuis à peu près la mi-juillet et depuis la présentation par François Bayrou des principales orientations budgétaires pour le budget 2026. On s'en souvient, c'était le 15 juillet dernier. Ce mouvement, il s'appelle Bloquons tout. Il appelle à paralyser le pays à partir du 10 septembre prochain. Est-ce que ça vous inquiète ? Alors moi, ce que je vois, ou ce qu'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur ce mouvement. C'est un mouvement qui s'inscrit hors de tout champ politique, hors de tout champ syndical, qui n'a pas de représentants. C'est-à-dire que s'il faut dialoguer, on ne sait pas à qui s'adresser, et dont les revendications ne sont absolument pas claires, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc je trouve préoccupant, inquiétant. On est dans un pays avec une vitalité démocratique qui est réelle. Les personnes qui sont mécontentes, elles ont des opportunités de s'exprimer via des élections, elles ont des représentants à l'Assemblée nationale, elles ont des représentants syndicaux, et c'est à travers ces représentants-là qu'il faut pouvoir exprimer les colères. Les Gilets jaunes, justement, c'est un mouvement citoyen qui ne s'était pas exprimé de cette façon-là. Pas à travers les partis politiques, pas à travers les élections, c'était un mouvement citoyen. Est-ce que les citoyens n'ont pas le droit aussi de s'exprimer sous cette forme-là? Est-ce que vous craignez finalement un retour d'un mouvement type Gilets jaunes? Alors, les citoyens ont toujours le droit de s'exprimer, effectivement, et s'il y a des colères, des mécontentements, il faut qu'ils puissent s'exprimer. Mais ils doivent s'exprimer dans un cadre qui permette à avoir d'abord une expression qui soit claire, qui soit en accord avec la cohésion de la société et qui puisse trouver des réponses. Aujourd'hui, quelles sont les revendications de ce mouvement? Alors visiblement, le budget de François Bayrou qui ne passe pas, ça c'en est une. Mais clairement, les revendications, on n'en a aucune aujourd'hui. Donc pour répondre à une colère, encore faut-il qu'il y ait des revendications qui soient claires. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors il y a une revendication, on pourra bien avoir épluché ces comptes qui appellent au blocage de la France à partir du 10 septembre prochain, notamment sur la suppression des 2 jours fériés. Ça, c'est vraiment mis en avant. Et ça s'inscrit dans les orientations budgétaires de François Bayrou pour tenter de trouver ces 43 milliards d'euros d'économie, un tout petit peu plus. Est-ce que ça, c'est une mesure qu'il faut revoir? Franchement, on voit bien que ce n'est pas du tout populaire et que ça peut peut-être justement enflammer cette rentrée politiquement.
et peut-être aller jusqu'à une motion de censure contre François Bayrou. Ce n'est pas la seule revendication, mais celle-là, en tout cas, elle parle à beaucoup de monde. Alors le Premier ministre a fait une présentation claire de l'enjeu pour nous, pour la France, d'un point de vue budgétaire, des efforts que chacun d'entre nous doit consentir. C'est un exercice difficile, les débats budgétaires, on le sait, seront extrêmement difficiles. Il a fait une présentation, maintenant c'est à la représentation nationale, Parlement, Sénat, Assemblée nationale, de trouver un terrain d'entente et des compromis en ayant en tête ce sens des responsabilités qui nous oblige tous, puisqu'on a un enjeu budgétaire qui est énorme. Il faut trouver des sources d'économie. Il faut aussi engager des réformes structurelles sur la question budgétaire. Mais ça peut passer pour vous par la suppression de ces 2 jours fériés? Vous trouvez que c'est une bonne chose? Vous soutenez cette proposition? C'est une proposition qui a été faite par le Premier ministre. Elle s'entend. Il y a d'autres propositions qui peuvent être soumises. Moi, je suis toujours ouverte au débat et j'attends des oppositions qu'elles fassent des propositions. J'en ai pas entendu beaucoup aujourd'hui. C'est quoi les propositions des oppositions pour réduire la dette? Alors, à gauche, c'est taxer les ultra-riches. Visiblement, ce n'est pas le projet de François Bayrou pour le moment. Je vais vous dire très personnellement, je pense qu'il va falloir qu'on ouvre le débat de la contribution des plus riches, parce que c'est un enjeu de justice sociale et de justice fiscale. Mais là encore, c'est aux députés, aux sénateurs, à la représentation nationale d'avoir ce débat dans un cadre qui est connu et qui est la représentation démocratique. Il doit parler à qui désormais, François Bayrou? Parce qu'on sait que finalement son avenir politique à Matignon ne tient qu'à un fil. Il le sait d'ailleurs depuis qu'il a été nommé, bien évidemment. Il doit parler au Rassemblement national, qui a un petit peu les clés de sa survie politique ou pas, comme c'était le cas pour Michel Barnier. Il doit parler au Parti socialiste qu'il avait réussi à convaincre sur les retraites, mais qui se sent aujourd'hui trahi par rapport au conclave des retraites. Il doit séduire qui et convaincre qui, François Bayrou, pour s'en sortir? Il doit, dans l'intérêt du pays, continuer à discuter avec tous les partis de gouvernement qui ont le sens des responsabilités. Et moi, j'en appelle au Parti socialiste à continuer à être dans un dialogue et d'avoir le sens des responsabilités. On est dans un moment de risque politique, économique pour la France. Une nouvelle censure, ça voudrait dire de nouveau de l'instabilité politique, mais surtout de l'instabilité économique. Tous les acteurs économiques que je rencontre demandent de la stabilité. Tous nos partenaires européens attendent le retour d'une stabilité politique et économique en France. C'est important aussi en termes d'influence française. Valérie, je voudrais qu'on parle d'international et du Proche-Orient, avec cette volonté du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou de couper la Cisjordanie en 2, avec la construction de plus de 3400 logements à travers ce territoire occupé. Est-ce que cette initiative, cette volonté de la part du Premier ministre israélien vous choque? Alors, ce plan, il n'est pas nouveau. Il existe depuis longtemps. Il est soutenu par l'extrême droite israélienne et par les extrémistes religieux. Et il a été validé hier. Oui, il est injuste, il est illégal, il est contraire au droit international. Et à mon sens, aujourd'hui, Benjamin Netanyahou est un obstacle à la paix. On voit bien la situation dramatique dans laquelle sont placés les Palestiniens aujourd'hui. La seule voie diplomatique. Tout le monde laisse faire, peut-être la prise de la ville de Gaza avec l'appel, la réquisition de 60 000 réservistes. La seule voie possible, c'est la voie diplomatique. Le président de la République a lancé une initiative avec l'Arabie saoudite pour la reconnaissance de l'État palestinien en septembre, sous l'initiative des Nations unies. Je pense que c'est la bonne solution, c'est-à-dire la seule solution qui permette de garantir la sécurité au peuple palestinien, mais aussi au peuple israélien. Un mot sur, sans transition bien sûr, la guerre en Ukraine. Est-ce que, selon vous, Vladimir Poutine veut vraiment la paix? Quand on voit ce qui est en train de se passer après cette réunion, d'abord en Alaska, Poutine-Trump, et après à Washington avec Zelensky et les Européens qui étaient présents en nombre, où on voit que finalement le président russe continue de bombarder l'Ukraine. Il y a même un drone qui a explosé côté polonais pas plus tard que la nuit dernière. Est-ce que Vladimir Poutine veut vraiment la paix, selon vous? Tout démontre qu'il ne veut pas la paix. Il a agressé l'Ukraine en 2014, puis de manière beaucoup plus large en 2022. Il a proposé à Volodymyr Zelensky une rencontre à Moscou, après le sommet en Alaska et la rencontre à Washington lundi. Évidemment, il savait que c'est impossible de faire une rencontre à Moscou. Et donc, les derniers développements qu'on a connus sont utiles parce qu'ils ont eu le mérite de sortir d'une forme de statu quo. Aujourd'hui, j'espère que le président Trump va comprendre définitivement que Vladimir Poutine ne veut pas la paix et qu'il n'est pas un allié pour lui. Je crois que les Européens ont très bien joué, notamment sous l'initiative du président de la République, en revenant dans le jeu à Washington et en mettant sur la table, ce qu'ils n'avaient pas obtenu jusqu'à présent, la question des garanties de sécurité. Merci Valérie Ayé, merci d'avoir répondu à mes questions sur France Info TV.